Dans la mythologie grecque, il est un personnage curieux, Sisyphe. Aux enfers, il roule éternellement un rocher sur une pente. À peine arrive-t-il à proximité du sommet que la pierre dévale la colline. Pendant longtemps, les militants engagés dans le combat politique wallon ont eu le sentiment de partager ce destin. Souvent, les avancées étaient suivies de reculs. Cette alternance de flux et de reflux sera notre fil conducteur pour comprendre la dynamique d'une construction de l'identité politique wallonne. Aujourd'hui, la Wallonie est une collectivité politique reconnue. Elle a son gouvernement, son parlement, ses compétences et ses décrets. Pourtant, chez nos concitoyens, l'identité politique wallonne s'est affirmée assez tardivement. Pour nombre d'entre eux, elle paraît encore embryonnaire ou confuse. Ce paradoxe apparent s'explique. Au début de la Belgique indépendante, l'identité politique wallonne n'existait pas. Seuls les notables qui, eux, pouvaient voter, s'identifient à un État, la Belgique, où la langue française est privilégiée. Quant au milieu populaire, ils ont des préoccupations bien plus immédiates, assurer leur survie. Ils s'identifient au cadre dans lequel se déroule leur existence, le bourg, le village ou le quartier. À cet esprit de clocher se superpose, dans certaines couches de la population, un sentiment principautaire, ultérieurement reporté sur la province. Ce dernier n'a d'ailleurs pas disparu de nos jours. Qui ne connaît par exemple les luxembourgeois et leur ardeur d'avance. Le sentiment national belge et plus encore les particularismes locaux et sous-régionaux empêchent une prise de conscience wallonne. Les premières associations dialectales qui naissent au sud du pays renforcent encore cet attachement à un terroir bien circonscrit. Ah, was kriege wallon, was een avant bon en tout ça. Oh non, et je voulais dire que c'est fort plaisant. Oh, je veux bien, mais c'est pas comme ma logique à comprendre, ça va. Alors, il y en a qui disent ne, tenno et d'autres tenez. Oh, mais ça n'a d'intérêt, ça vaut ça. Parce que nous savons qu'il y a vraiment des wallons lingacs, donc WC, on dit on est WC. Allez, je dirais Charles, un WC. Si on va mettre plus long dans l'intre-sambrimousse ou bien dans le borinage, on dit Rossi, Rolla, Drossi, Drolla, Douci, Doula, pardon. Vous avez raison, Charles. Hey, c'est comme notre accent. On dit il est de Nameur, il est de Dinan, il est de Beauf. C'est un peu mot. Le mot Wallonie, utilisé pour désigner l'ensemble de la Belgique romane, n'est forgé par François-Charles-Joseph Grand-Gagnage qu'en 1844 dans la revue de Liège. Il s'agit d'un concept purement culturel, linguistique et sentimental. Il faut attendre 1886 pour que le poète Albert Mokel commence à lui donner timidement une connotation politique. En lançant la revue La Wallonie, Mokel veut mettre en lumière les caractères particuliers de l'âme wallonne, qu'il distingue implicitement de l'âme belge, célébrée par les belgicistes du temps. À ses tout débuts, le mouvement wallon est-il donc un mouvement de bourgeois littérateurs wallons de Wallonie? Pas vraiment, il se recrute essentiellement parmi les francophones de Bruxelles et de Flandre, indignés par la législation linguistique que le mouvement flamand vient d'arracher. Cette législation linguistique permet l'usage conjoint du flamand et du français dans certains secteurs de la vie publique, comme la justice pénale, comme les matières administratives au plan local, et même un début de bilinguisme dans l'enseignement secondaire officiel en Flandre. C'est donc un mouvement défensif. C'est essentiellement un mouvement défensif qui vise à maintenir la prépondérance du français, perçu comme le ciment de l'unité belge. C'est un mouvement qui est plus anti-flamingant que porteur d'un projet positif d'affirmation de la Wallonie. Et c'est un mouvement aussi foncièrement belgiciste qui veut rester belge d'abord, comme on le dit à l'époque. Il n'est pas porteur d'un projet d'autonomie politique ni d'un projet fédéraliste. Au tournant des 19e et 20e siècles,
le mouvement wallon se profile plus nettement. De congrès en congrès, il définit l'identité wallonne fondée sur la culture et l'histoire. Il célèbre les artistes et les épisodes glorieux du passé de la Wallonie. Il se détourne du belgicisme pour revendiquer la séparation administrative, terme qui désigne le fédéralisme. Peu à peu, l'influence bruxelloise s'estompe au profit d'intellectuels de Wallonie, parmi lesquels on trouve des parlementaires, des professeurs d'université, mais aussi des industriels et des directeurs de charbonnage, heurtés par la politique favorable à la Flandre, menée par l'État en matière de transport et d'infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. Tout mouvement identitaire a besoin, lorsqu'il s'affirme, d'un porte-parole qui pose un acte fort. Le 15 août 1912, Jules d'Estrées publie la lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre. Il provoque un choc en écrivant à Albert Ier « Sire, laissez-moi vous dire la vérité, la grande et horrifiante vérité. Il n'y a pas de Belges, il n'y a que des Wallons et des Flamands. » L'avocat carolo-régien dresse l'inventaire des griefs wallons. Il montre combien la Flandre a renversé le rapport de force pour spolier la Wallonie de son passé, de son argent et de sa liberté. Une Belgique faite de l'union de deux peuples indépendants et libres ne serait-elle pas un État infiniment plus robuste qu'une Belgique dont la moitié se croirait opprimée par l'autre moitié? Jules d'Estrées parle de Flamands et de Wallons, mais les Bruxellois, alors, son discours est-il incomplet, voire plus ambigu? Dans son texte, il parle effectivement des Bruxellois, mais de manière méprisante, puisqu'il dit que c'est un agglomérat de métis. Non seulement il est méprisant, mais également il est ambigu. Et une phrase telle que « ils nous ont volé la Flandre » peut paraître, nous interroge, drôle, puisqu'on a l'impression que la Flandre appartient à la Wallonie. Non seulement méprisant, ambigu, mais également on voit qu'il n'a pas les outils nécessaires pour mesurer les flux financiers, les transferts sud-nord qui se passent à ce moment-là du sud vers le nord. Néanmoins, ça ce sont des remarques d'historiens, des critiques que l'on peut lui adresser, il est évident qu'à cette époque, les militants wallons considéraient la lettre au roi, qui a fait choc dans l'opinion publique, comme véritablement leur manifeste. L'immédiate avant-guerre 14-18 est marquée par d'autres avancées. En octobre 1912, le mouvement wallon se dote d'une assemblée constituée de délégués représentant les différentes sous-régions. Cette assemblée donne à la Wallonie ses symboles, le drapeau au coq hardi et une fête fixée au dernier dimanche de septembre. Le mouvement wallon n'est alors nullement nationaliste, à la différence de l'activisme flamand durant la Première Guerre mondiale. À ses yeux, il s'agit de réorganiser le pays sur des bases fédérales plus équilibrées, nullement de le détruire. Sisyphe croit se rapprocher du sommet. Sisyphe croit arriver au sommet, mais n'y arrive pas. C'est qu'il y a des faiblesses dans le mouvement. Avant 1914, assurément, le mouvement wallon ne touche qu'une part limitée de la population du sud du pays. Il a peu de relais politiques dans les grands partis et il se recrute essentiellement parmi les milieux anticléricaux de Wallonie, des milieux anticléricaux qui dénoncent la prépondérance catholique et flamande dans l'État belge. Le mouvement wallon n'a pas de véritable ancrage du côté catholique. Un catholique bien connu par la suite, Élie Bossard, l'a souligné dès avant 1914. Élie Bossard, qui sera une des consciences wallonnes de l'entre-deux-guerres, ne laisse planer aucun doute à cet égard. Le mouvement que l'Assemblée wallonne veut promouvoir ne tend à rien moins qu'à permettre aux anticléricaux de Wallonie de réaliser leur visée politique. Bien plus, le mouvement wallon continue surtout à réagir aux conquêtes du mouvement flamand. Il ne développe pas encore une dynamique propre. L'effervescence patriotique causée par l'invasion allemande de 1914 arrête sa maturation. Pendant l'entre-deux-guerres, le mouvement flamand marque de nouveaux points.
Au bilinguisme étatique succède l'unilinguisme régional qui, dans les années 1930, fait du néerlandais la seule langue officielle de la Flandre. De son côté, le mouvement wallon se divise. Il se fragmente en différentes tendances, avec les unitaristes décentralisateurs au sein de l'Assemblée wallonne, les fédéralistes au sein de la Ligue d'action wallonne et concentration wallonne, et enfin les autonomistes, comme par exemple le parti wallon indépendant de l'abbé Mailleux. Parfois difficiles pour les militants wallons, les années 1919 à 1940 se caractérisent aussi par 3 progrès. Tout d'abord, le ralliement d'intellectuels catholiques de grand format, tels Élie Bossard, animateur de la revue La Terre wallonne, et Jacques Leclerc, fondateur de la Cité chrétienne. Ensuite, une sensibilité accrue à la dimension économique de la question wallonne, ainsi qu'un engagement vigoureux en faveur de la démocratie face à la menace fasciste. Enfin, de 1936 à 1939, un intérêt plus marqué des responsables politiques pour le combat wallon. En témoigne la tenue de congrès des socialistes et des communistes wallons, ainsi que la création d'une entente libérale wallonne. La rupture de l'alliance défensive avec la France en 1936 n'est pas étrangère à cette effervescence. La francophilie est enracinée et le restera dans le cœur de nombreux militants wallons. Gouverneur de la province de Namur, le libéral François Bovesse a lancé dès le 16 novembre 1937 « Quand la Wallonie se sentira la Cendrillon, gare à sa pantoufle. Il arrivera un moment où tout risque de craquer. Je dis donc qu'il faut en finir une bonne fois avec la question wallo-flamande et que, pour maintenir la Belgique, il faut la réorganiser de fond en comble en tenant compte des faits. » Avec la Seconde Guerre mondiale, la population du sud du pays se sent davantage wallonne. 3 phénomènes expliquent cet accroissement d'un sentiment d'appartenance wallon. La répulsion envers la collaboration, rexiste et nationaliste flamande, le traitement discriminatoire à l'égard des prisonniers de guerre wallons appliqué par l'Allemagne nazie, enfin, l'engagement de nombreux militants wallons dans la résistance. Ainsi, la résistance donne naissance à différents mouvements. Wallonie libre, composée de socialistes et de libéraux, la Wallonie catholique, qui deviendra ultérieurement Rénovation wallonne, et la Wallonie indépendante, d'obédience communiste. Ces organisations sont des laboratoires d'idées et de groupes de pression. Elles agissent en faveur de la cause fédéraliste. Elles préparent l'après-guerre. Octobre 1945, un premier congrès national wallon s'est tenu à Liège. Cité meurtrie, mais toujours ardente. Après un vote sentimental au cours duquel le rattachement à la France devance 3 autres options, il procède à un vote de raison en faveur du fédéralisme. Même si elle prendra du temps pour se concrétiser, l'option fédéraliste s'en trouve renforcée. La question royale provoque une nouvelle mobilisation. En mars 1950, 72% des Flamands se prononcent pour que Léopold III reprenne ses prérogatives constitutionnelles. 58% des Wallons s'y opposent. En protestation contre le retour du roi, une grève générale éclate en Wallonie. La menace d'une convocation d'états généraux de Wallonie est brandie. La création d'un gouvernement provisoire wallon est ébauchée. L'abdication de Léopold III arrête temporairement le processus de dissociation du pays. Mais elle permet au mouvement wallon de prendre conscience de sa force comme acteur collectif. Elle ulcère la Flandre, qui ressent le retrait du roi comme une violation des règles démocratiques. Après avoir vacillé, la Belgique unitaire ne pourra contenir indéfiniment les forces centrifuges. On pourrait croire que le mouvement wallon est bien parti dans les années 50, et pourtant est-ce le cas? Je dirais que non, puisqu'on s'aperçoit qu'on rentre dans une période qu'on peut qualifier de désenchantement. Et si on reprend l'image de Sisyphe, dont on a pris l'image comme fil conducteur, que Sisyphe voit sa pierre redescendre et qu'il est obligé de reprendre son dur labeur. Quelles sont les causes de ce nouveau recul? Alors on peut voir 3 causes. Je dirais tout d'abord une cause, institutionnelle, puisqu'il y a des propositions de loi qui sont déposées
sur le bureau de la Chambre pour réviser la Constitution dans le sens fédéral. Eh bien, toutes ces propositions sont repoussées par les partis traditionnels qui sont favorables à l'unitarisme, qui sont restés favorables à l'unitarisme jusqu'à cette époque. Deuxième cause que l'on peut voir aussi, c'est la minorisation des Wallons dans les assemblées. Il y a eu un recensement, les Flamands sont plus nombreux que les Wallons, et dès lors, dans les assemblées, ils sont minorisés. On a ajusté le nombre de sièges. On a ajusté le nombre de sièges, c'est exact. Enfin, il y a une autre cause qui est de type idéologique. C'est le fait que la loi Collard, ministre sur de l'Instruction l'enseignement publique, sur l'enseignement, qui ravive, qui fait ressurgir ce clivage idéologique entre cléricaux et anticléricaux, 1955. Et il faut attendre 1958, le pacte scolaire qui rétablit la paix entre cléricaux et anticléricaux, pour voir ressurgir à cette époque alors les tensions communautaires. Et nous retombons alors dans les problèmes entre Flamands et Wallons. Alors que la Flandre s'industrialise massivement, la situation économique de la Wallonie devient problématique. Suite à la rationalisation imposée par la communauté européenne du charbon et de l'acier, les charbonnages wallons ferment les uns après les autres. D'autres secteurs d'activité, comme le textile ou le verre, sont en déclin. La population du sud du pays vieillit. Le rapport Sauvy le soulignera en 1962. Le chômage structurel s'étend. La grève de l'hiver 1960-1961 est menée contre les mesures d'austérité Eyskens, inscrites dans un projet de loi unique. Elle manifeste le mécontentement et l'inquiétude des travailleurs wallons. Ces derniers sont lâchés par les Flamands qui reprennent le travail. Le leader syndical socialiste André Renard donne au conflit social une tournure politique. Il formule 2 revendications, fédéralisme et réforme de structure. Le 12 janvier 1961, il affirme « Si nous sortons à nouveau le coq, je vous préviens qu'on ne le fera plus rentrer au poulailler. Une fois posé le problème des structures du pays, nous entendons aller jusqu'au bout de l'action pour l'objectif fédéraliste, même après la reprise du travail. » Constitué dans la foulée de la grève, le mouvement populaire wallon intensifie la lutte politique pour le fédéralisme. Le mouvement wallon élargit ainsi son assise populaire. Les offensives flamandes du début des années 60 entretiennent une mentalité de résistance des Wallons. Résistance au Brussels Vlaams, démarche flamande sur Bruxelles en 1961-62. Résistance, mais trop tardive, au transfert des fourrons dans la province de Liège au Limbourg, en application des lois de 1962-63. Dans certains milieux politiques, cependant, on préfère encore les accommodements. Le Wallenbuiten de 1968 mène à l'expulsion de la section française de l'Université catholique de Louvain, à la stupeur de nombreux catholiques francophones, jusqu'alors majoritairement unitaristes. La prise de conscience par les Wallons et les francophones d'une communauté d'intérêt connaît un coup d'accélérateur. Dès 1963, dans une brochure intitulée « Les catholiques et la question wallonne », Jacques Leclerc pose ce diagnostic. Le sentiment national des Flamands porte sur la Flandre. Et la Belgique ne se justifie pour eux que si elle rend la Flandre heureuse. Or, le drame de la Belgique actuelle est que les Flamands forment une communauté homogène qui poursuit ses objectifs centrés sur le bien de la Flandre et qui ne trouve pas chez les Wallons une communauté ayant même densité et même action systématique. Il importe donc de former cette communauté wallonne et de réformer l'État. 2 ans et demi plus tard, dans sa première intervention à la Chambre, François Perrin, député du Parti wallon, en appelle à l'instauration du fédéralisme. Les conservateurs de tous les temps ont toujours raisonné ainsi. On prolonge un État qui ne correspond plus à la réalité en tirant sur la corde, et au bout de ce réflexe de conservation, il y a la catastrophe. Unissez les 2 communautés nationales par un lien fédéral, ou sinon, d'ici moins d'un quart de siècle, il n'y aura plus de Belgique du tout. François Perrin demande aux grands partis de faire entrer la Wallonie dans leur tête et de se convertir au fédéralisme. Mais est-ce le cas? Vont-ils changer leur action? Effectivement, on voit à cette époque se créer des partis wallons.
Non seulement ils se créent, mais ils vont progresser de scrutin en scrutin. C'est ainsi que vous avez le Parti wallon en 1965, auquel va se substituer le Rassemblement wallon 3 ans plus tard. Ce Rassemblement wallon qui va progresser aussi à tel point qu'en 71, aux élections de 71, il devient le second parti politique en Wallonie. Il va s'allier au FDF, le Front démocratique des Bruxellois francophones, qui a été créé en 1964. Ainsi, on s'aperçoit qu'en une décennie de temps, ça c'est en plus une autre marque, on va voir que les partis qui jusque-là étaient unitaires, qui vont se scinder en organisations indépendantes, flamandes et wallonnes. Le PSC va se déchirer en 2 ailes, le Parti social-chrétien, PSC-CVP, suivi par le Parti des libertés du progrès, qui va également se scinder en 2 partis. Et vous avez enfin le Parti socialiste, qui gardera l'unité assez longtemps, le dernier, qui va se scinder en PS et en SP. L'avenir de la Belgique est entre nos mains. À la fin des années 1960, la réforme de l'État est mise en chantier. La Constitution est révisée en 1970. La lutte menée par le mouvement flamand pour l'homogénéité linguistique et culturelle de la Flandre mène à la reconnaissance de l'autonomie culturelle, c'est-à-dire à la création des communautés. Le combat wallon pour le redéploiement économique du sud du pays débouche en principe sur la régionalisation, c'est-à-dire sur la création des régions. Dès 1971, l'autonomie culturelle, chère à la Flandre, est mise en œuvre. Par contre, la régionalisation voulue par les francophones ne peut se concrétiser. Elle achoppe sur la problématique bruxelloise. Entre francophones et néerlandophones, on ne peut s'entendre ni sur les limites de la région bruxelloise, ni sur son statut, ni sur la répartition du pouvoir dans ses instances. Les tentatives de déblocage du dossier se succèdent. La plus élaborée, qui a pour nom Pacte d'Egmont et Accord du Stuyvenberg en 1977-78, est torpillée sous la pression du mouvement flamand. En 1980, les Wallons doivent payer une régionalisation partielle au prix fort. Si les régions wallonnes et flamandes voient le jour avec des compétences limitées, Bruxelles reste au frigo. De négociation en négociation, les Flamands font monter les enchères. En 1980, ils obtiennent une extension des compétences des communautés aux matières personnalisables. La même année, François Perrin démissionne du Sénat. Il déclare « Je n'ai plus la foi dans l'État belge, dans l'état actuel des choses. » Il est devenu impossible de négocier quoi que ce soit avec les Flamands. La phase du suicide à froid de l'État belge est entamée. Le cadavre de la nation belge est déjà en train de se décomposer. Il va fort, là, François Perrin. Et puis, on est déjà dans la crise économique. Alors, comment le mouvement wallon va-t-il survivre, se réincarner? Et la crise économique à partir de 1974, et puis la problématique de l'assainissement des finances publiques dans les années 80 va faire évoluer le paysage politique wallon. Le Rassemblement wallon va être en grande partie la victime du retour en force des problèmes économiques. Ses ailes gauche et droite vont progressivement s'affronter et le parti va connaître des scissions successives au point de perdre toute représentation parlementaire en 1985. Cela implique que ses cadres, ses militants et une partie de son électorat vont regagner les familles politiques traditionnelles. Certains électeurs du Rassemblement wallon, par la suite, se retrouveront chez les écologistes. Et dans cette recomposition du paysage politique, est-ce que les partis traditionnels deviennent plus wallons? Sans doute, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a une certaine exaspération devant les blocages flamands à propos de Bruxelles. Il y a aussi un certain renouvellement du personnel politique qui amène de nouvelles générations aux responsabilités, comme Jean-Maurice Dehousse ou Philippe Mestat, pour citer des exemples. Et puis il y a aussi l'électorat du Rassemblement wallon à récupérer, puisque celui-ci s'estompe progressivement. Bonsoir. Que se passe-t-il en Belgique? C'est encore assez indéfinissable, mais il y a dans le climat politique de ces derniers jours une espèce de quelque chose qui fait qu'on a vraiment l'impression que le pays arrive à la croisée des chemins et que pour la Belgique...
L'encre des accords de 1980 n'est pas encore sèche lorsque les radicaux du CVP passent à l'offensive. 5 secteurs économiques à restructurer demeuraient nationaux. Lorsqu'est examiné le dossier sidérurgique, des Flamands lancent le slogan « Pas un franc flamand pour l'acier wallon ». Les 5 secteurs économiques nationaux sont régionalisés de fait, aux Wallons de sauver eux-mêmes leur sidérurgie. Dès le 24 septembre 1982, André Coles, président du Conseil régional wallon, constate « Nous sommes entrés dans le temps du mépris. Le mépris manifesté par une communauté qui tire de la loi du nombre, la légitimité de ses actes, et pour qui il n'est rien qui mérite le respect quand son intérêt est en jeu. » Depuis 1983, les incidents se multiplient aussi dans les fourrons avec les soi-disant promenades flamingantes. La désignation du wallon José Appart comme bourgmestre, puis comme premier échevin faisant fonction de bourgmestre, fait l'objet d'annulations répétées par les chambres flamandes du Conseil d'État. Plébiscité à 2 reprises lors des élections européennes de 1984 et de 1989, le leader fouronnais crée en 1986 un groupe de pression pluraliste en vue de relancer l'action wallonne. Wallonie, région d'Europe. La révision de la Constitution de 1988 approfondit la réforme de l'État. La région de Bruxelles-Capitale sort du frigo. Les compétences des communautés et des régions sont étendues. L'autonomie financière des entités fédérées s'avère cependant problématique. Surtout pour la communauté française, obligée de faire appel à l'aide de la Wallonie et des francophones de Bruxelles. Le 21 juillet 1988, officiellement, le roi Baudouin qualifie la Belgique d'État fédéral. J'ai tracé les contours d'un fédéralisme qui doit favoriser l'union. Pas de séparatisme entre le nord et le sud, dit le roi, mais entre francophones, comment est vécue la coexistence entre régions et communautés ? Elle va devenir problématique au fil du temps, surtout lorsque la communauté française, désargentée, tend sa sébille aux régions et notamment à la région wallonne. Et on va voir, parmi le personnel politique francophone, différentes positions se développer. Les uns souhaitent dépecer la communauté française, transférer ses compétences vers les régions, et notamment vers la région wallonne, dans un souci d'affirmation identitaire. Alors que d'autres, au contraire, voudraient fusionner communauté et région pour créer une sorte de communauté Wallonie-Bruxelles qui serait plus efficace, qui aurait davantage de marge de manœuvre au plan financier. Et entre ces 2 options, il existe bien entendu toute une série de positions intermédiaires qui vont également apparaître. Les débats relatifs à la localisation de la capitale de la Wallonie illustrent ces tiraillements. Le transfert à Namur, qui finit par s'imposer, semble indiquer que l'option wallonne l'emporte sur l'option francophone. Toutefois, certains cabinets ministériels restent encore à Bruxelles. Conclus en 1993, les accords intra-francophones débouchent sur un compromis. La communauté française subsiste avec des compétences réduites, essentiellement la culture, l'enseignement et l'audiovisuel. Mais ces organes sont composés en partie ou en tout de mandataires régionaux wallons et bruxellois. Ce compromis est-il durable? Tel est un des enjeux politiques de l'avenir. La vague séparatiste qui monte en Flandre est un autre défi. Les polémiques se focalisent sur les transferts financiers nord-sud. Manifestant l'exaspération des francophones, le chef de groupe du Parti socialiste, Claude Erdekens, déclare le 12 juillet 1996 « Nous ne cessons de recevoir des brimades, des insultes. J'en ai marre que les Flamands nous traitent comme des parias. Je ne peux accepter que Luc Van den Brandt s'adresse à nous comme le président d'un CPAS à l'égard d'un mini-mexé. » La solidarité économique et sociale entre les personnes et les régions risque d'être ébranlée. Une scission de la sécurité sociale, un partage de la dette publique, entraînerait l'éclatement de la Belgique. Si le Nord imposait un tel démembrement, quel devrait être le statut politique de la Wallonie? Une Belgique en creux orpheline de la Flandre? Une région autonome dans une Europe où s'estomperaient les États-nations? Un État indépendant, uni à Bruxelles et éventuellement associé à la France? Ou encore une région de France à l'instar de la Lorraine ou du Nord-Pas-de-Calais?
la question ne peut plus être éludée. Après cet itinéraire, une constatation s'impose. La construction d'une identité politique wallonne a connu bien des avatars. Né après le mouvement flamand en réaction aux conquêtes du Nord, le mouvement wallon a mené un combat défensif. Il s'est structuré à une époque où les atrocités commises durant les guerres ont montré les dangers du nationalisme. Il n'a bénéficié d'un appui populaire large et durable qu'au moment où l'industrie commençait à plonger dans une crise structurelle. Il n'y a pas non plus unité de vue en son sein sur la culture française ou wallonne qui doit fonder un projet collectif. Enfin, les liens avec Bruxelles demeurent ambivalents. La prise de conscience de la nécessaire solidarité entre francophones n'a pas dissipé complètement les anciennes méfiances. Le mouvement wallon échappera au destin peu enviable de Sisyphe lorsque, après avoir élaboré un projet commun, les Wallons uniront leurs forces pour pousser le rocher au sommet.